Vous venez de publier aux éditions Cerf Le temps des peurs. Par exemple, quand on parle de la peur archétypale, vous dites au Moyen Âge, c'est Dieu qui protégeait. Et à l'ère des Lumières, que voulaient protéger les Lumières? Puisque j'ai employé cette peur archétypale, je rappelle, d'ailleurs cela a été souligné par de nombreux auteurs, que c'est l'humaine nature, d'une certaine manière, a peur de tout ce qui est étranger à la vie, pour dire bref. Ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi, si je puis dire. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que je propose cette expression de peur archétypale en disant que la peur nous tient aux trailles, hein, voilà, aux entrailles, en quelque sorte, et que c'est ce qui nous constitue. Et voilà, il se trouve qu'à partir de là, eh bien, il y a une gestion de la peur et que il se trouve que vous, si vous me posez la question, je peux vous dire qu'à partir des Lumières, oui, il y a cette espèce de des Lumières, voilà. À certains moments, il y a ce totalitarisme que j'appelle doux, c'est-à-dire qu'on a évacué le fait que la peur nous constitue structurellement, hein. Si j'utilise une expression de mon maître Gilbert Durand, la peur est une structure anthropologique. Tout simplement parce que la mort est là, parce que, à bien des égards, la finitude sous ses diverses modulations se présente à nous et qu'on ne peut pas l'évacuer. Voilà, c'est tout. Alors, il se trouve qu'à certains moments, alors j'ai employé en effet cette expression qui n'est pas forcément heureuse, qu'on me rappelle régulièrement, c'est-à-dire comment je dis à certains moments il y a ce totalitarisme doux, c'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière, ce n'est pas la même chose qu'au Moyen Âge, que dans l'Antiquité, que à d'autres moments, où fondamentalement comment dire, le pouvoir, très précisément, va gérer cette peur-là et euh, va en quelque sorte, ben voilà, quoi, d'une certaine manière, montrer que on peut tout soigner, le dysfonctionnement, la maladie, la mort, hein, je te protège. Alors, on va parler du complotisme, parce que c'est très à la mode en ce moment. On croit comprendre en lisant votre ouvrage que finalement, quand on parle du complot, c'est peut-être parce qu'on craint le débat. Et la question que je voulais vous poser, c'est, dans l'histoire, Luther, Descartes, Nietzsche, étaient-ils des complotistes? Et s'ils l'étaient, qui les a remplacés aujourd'hui? Qui sont les complotistes d'aujourd'hui? Oui, moi je considère qu'à certains moments, il y a une vérité qui s'impose, vérité officielle, et qui est variable, mais enfin qui est dominante. Et que chaque fois que, d'une certaine manière, on questionne, gardons ce terme très mot, on questionne ce qu'est cette vérité dominante, on devient complotiste. Je rappelle, puisque vous avez souligné ces mots, que en son temps, Luther était justement quelqu'un qui s'est opposé véritablement à la vérité, à ce qui était la vérité religieuse officielle. Et Descartes, gardons ces deux noms, hein, qui sont de mon point de vue assez emblématiques. Descartes va s'opposer à ce qu'est la vérité scolastique du moment, hein, ce qu'on appelle, qui vient de la vieille tradition, euh, oui, bien sûr, thomiste, mais bien avant, enfin, tout ce qu'on appelait l'école scolastique. Et donc, dès le moment où on questionne, le terme d'ailleurs est intéressant, dès le moment où on questionne, on devient complotiste, hein. En gros, on préfère rester sur les réponses établies plutôt que de poser des questions. Alors moi, mon hypothèse est de dire qu'il se trouve que ce sont toujours ces questions qui sont posées qui vont devenir d'une certaine manière importantes, dont on ne peut pas faire l'économie, hein. La formule, je vais la dire d'une manière un peu sophistiquée, je la dis et je l'explique, l'anomique d'aujourd'hui est le canonique de demain. L'anomique, anomos, c'est ce qui est hors la loi, au-delà de la loi, à côté de la loi, anomos en grec, hein, alpha privatif et nomos c'est la loi, va devenir le canon. Et voilà, c'est tout. Il se trouve que ce que nous vivons actuellement, c'est que, compte tenu, j'en sais rien, moi, de ce qui est la vérité officielle sur la santé, sur la manière d'être, euh, est à bien des égards hors la loi. Vous voyez, très proche de nous. À la fin du 19e siècle, c'est tous les anomiques euh, en musique, en peinture,
en philosophie, en architecture, quelques domaines que ce soit, qui étaient à bien des égards hors la loi, enfin en tout cas qui ne rentraient pas dans ce qui était dominant et qui sont devenus tout au long du XXe siècle les références. Voilà, donc ce qu'on appelle actuellement complotiste, soyons-y attentifs, c'est là que d'une certaine manière se cache ce qui va être une certaine vérité. Alors justement, puisqu'on parle des prophètes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le wokisme, c'est quelque chose qui annonce le futur ou c'est plutôt quelque chose qui vient du passé? Alors là-dessus, ma position, puisque j'ai consacré Un un chapitre. chapitre à ce wokisme, oui, non, je considère que, comment dire, le wokisme est un combat d'arrière-garde de quelque chose qui est fini. Et je sais que ce que je dis est un peu provoquant, mais d'une certaine manière, le wokisme, c'est pour moi la fin de la grande philosophie des Lumières. Pour moi, c'est Oui, la fin des droits de l'homme. vous avez écrit, c'est une suite logique de la modernité triomphante. Alors, expliquez-nous un peu, Je le parce que pense, c'est je le pense. provocant. Alors, je vais essayer de le dire. Voilà, disons, c'est provoquant. C'est pas forcément évident, etc. Mais en même temps, vous avez compris. Pour moi, il convient d'être attentif à des idées provocantes. Ça veut dire provocar en latin, appeler en avant. Hein, voilà. Donc, j'ai pas de vérité à proposer. Mais sinon, je rappelle une chose simple. Un de mes maîtres qui m'a beaucoup marqué, c'est Julien Freund à Strasbourg, dont j'ai hérité l'Institut de polémologie, qui était un spécialiste des guerres, hein, des bagarres, etc. Et il montrait que quand comment dire, quand une armée pressent qu'elle a fini, qu'elle n'est plus en phase, ben, cette armée devient en quelque sorte va tuer, hein, va être, c'est ce qu'on appelle les combats d'arrière-garde, qui sont les plus sanglants. Alors voilà, je ferme ma parenthèse pour dire qu'à bien des égards, pour moi, les wokismes sous leurs diverses modulations restent sur cette vérité qui a été celle des Lumières, hein, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire en quelque sorte le fait que d'une certaine manière, on détermine cette idée de droit, l'homisme, hein, droit de l'homisme, et que cela, de mon point de vue, est fini. Qu'on est en train de considérer qu'il est important d'être attentif non pas au droit, mais au devoir. Hein, cette grande dame de la pensée, qui est cette philosophe euh, Simone Weil, dans son livre qui s'appelle L'art enseignement, dit avant les droits, il y a les obligations. Voilà. Et c'est en ce sens que je dis le wokisme reste sur cette vieille idée des droits de l'homme et oublie que il y a les droits de la nature. Alors eux, c'est en fonction du sexe, euh, de la couleur de la peau, de la race. Vous voyez, les grands thèmes qui sont ceux qui vont être développés par le wokisme restent sur cette grande idée. Il y a des droits que nous revendiquons. J'entends, on ne peut pas le nier cela. Mais en même temps, il y a quelque chose d'aussi simple et non moins important qui sont en quelque sorte les devoirs. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans ce chapitre. Alors, passons au chapitre rébellion, rébellion du peuple. Il y a quelques jours, Laurent Berger était interviewé par Apolline de Malherbe à BFM. Et il a dit quelque chose qu'on retrouve dans votre ouvrage. Les ouvriers ne sont pas des crétins irresponsables. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la réponse au discours élément de langage. Je considère, et je l'ai écrit en son temps dans mes livres depuis une quarantaine d'années, c'est qu'il y a lieu d'être attentif à ce qui est véritablement la puissance populaire. Hein. Je fais une distinction. Il y a le pouvoir institutionnel et il y a la puissance instituante. Et que quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance. On est dans un moment, c'est peut-être cela la fin de la démocratie, dans le sens simple du terme, où le pouvoir n'est plus en phase avec la puissance. Et donc, oui, alors bon, moi, je ne sais pas ce qu'a dit M. Berger, mais ce qui est certain, c'est que personnellement, je suis attentif à cette idée, encore une fois, importante de ce qu'est dans le sens étymologique et fort du terme la démocratie. La démocratie, en son sens étymologique, en grec, on a oublié un peu le grec, hein, c'était précisément le pouvoir du peuple. Et que d'une certaine manière, ces démocrates qui sont censés nous gouverner
ne sont pas des démophiles. Ils n'aiment pas le peuple. Ils vont parler en quelque sorte de populisme. Moi, au contraire, permettez-moi ici de rappeler une des formules pour moi de ce penseur qui est important, qui est saint Thomas d'Aquin, qui dit aunis autoritas a populo, c'est-à-dire toute l'autorité vient du peuple. Autoritas, c'est un mot qui nous fait peur, mais autoritas, c'est ce qui fait croître. Hein. L'autorité fait croître. Un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées, en quelque sorte. Et d'une certaine manière, actuellement, la démocratie, sous ses diverses modulations, ce qui s'appelle la démocratie, a peur du peuple. Hein, le peuple sent mauvais. Hein, le peuple est quelque chose qui inquiète. Alors que, à mon sens, il faut revenir à cette vieille tradition, je dirais, qui est la nôtre, d'une manière dans la culture occidentale, c'est d'abord le peuple qui est le fondement de tout. Voilà ce que je peux dire. Donc, du coup, disons que je rends attentif au fait que, qu'on le veuille ou non, que l'on ait peur ou pas, c'est pas là la question. Ben, c'est qu'il n'en reste pas moins que c'est à partir de cette base ben, que se constitue la vie sociale. Quelque part, dans votre chapitre Renaissance, vous faites aussi un clin d'œil à la tradition. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que le laïcisme, par opposition, ne serait-il pas à l'origine d'une renaissance de la tradition? La laïcité est ce qui est le fondement. Le laos, en grec, ça veut dire le peuple. Laïkos, c'était celui qui était du peuple, fondamentalement. Et au Moyen Âge, il y a un mot que nous ne connaissons plus, qui s'appelle les frères Lay dans les couvents, A-L-A-I, et le frère Lay était le frère convers, c'est-à-dire le technicien de surface. Hein. On avait les moines qui étaient les clercs, qui étaient les curés, si je puis dire, les prêtres, pas les curés. Et les frères Lay, c'était ceux qui balayait, pour dire les choses simplement. Et voilà ce qu'est le frère Lay ou la vraie laïcité, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas de l'ordre de la caricature. Et progressivement, eh bien, la laïcité, hein, belle idée de mon point de vue, est devenue laïcisme, c'est-à-dire une nouvelle idéologie. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils sont devenus des curés, ils sont devenus à nouveau des clercs, dans le sens simple du terme. Et que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Quand on dit laïcité, on parle laïcisme. On veut évacuer la religion, on veut évacuer le sens du sacré, on veut évacuer des domaines qui sont de l'ordre de la tradition, parce qu'on fait partie de cette idée de traditionnelle, et que de mon point de vue, au-delà de ce laïcisme qui est une nouvelle idéologie, qui est d'une certaine manière, je dis, une forme de cléricalisme, eh bien, on oublie fondamentalement quelles sont les valeurs de la laïcité. Voilà la distinction que je propose. La laïcité, voilà une structure anthropologique, si je dis comme maître Gilbert Durand. Le laïcisme, c'est une exagération, hein, c'est une accentuation d'un phénomène et qui font oubli terriblement, scandaleusement, justement ce qu'est le Laos, c'est-à-dire le peuple. Voilà un peu mon sentiment. Donc il y a lieu d'être attentif à cette différence entre la laïcité qui est fondamentale et le laïcisme qui n'est pas très intéressant. Michel Maffesoli, merci pour ces remarques pertinentes. Je suis persuadé que les lecteurs de votre dernier ouvrage vont se régaler en se posant la question: devons-nous continuer à avoir peur et à sortir dans la rue avec des muselières en craignant tout et n'importe quoi? En tout cas, merci et à bientôt.